on conserve de la monnaie de façon à pouvoir l'utiliser à des usages qu'on n'a pas anticipés, mais qui se présenteront éventuellement dans le futur. Donc ce rôle de l'incertitude de la monnaie, de l'incertitude de l'avenir dans la demande de monnaie est absolument fondamental. On va voir la différence avec les théories, je dirais, standards sur ces questions. Alors, comment est-ce qu'on explique la demande de monnaie dans les manuels contemporains? Mankiw, on l'a vu, l'explique de façon correcte, du point de vue misésien, mais il n'y a qu'une seule phrase dans son traité qui dit « Most fundamentally, the demand for money », la demande de monnaie, reflète la quantité de richesse que les gens veulent détenir sous forme liquide. C'est la seule phrase, il n'y a qu'une phrase dans le traité. Ben, elle est correcte, donc on ne va pas se plaindre. Dans le manuel de Romer, macroéconomie avancée, il n'y a pas du tout de considération sur la demande individuelle de monnaie. C'est uniquement des considérations sur la demande agrégée. Et en revanche, donc, dans le manuel avancé de Karl Walsh, très avancé, il y a la présentation de la théorie standard de la monnaie, qui s'appelle donc le modèle MIU. Money in the Utility Function. Alors, Karl Walsh. Donc là, on est dans l'économiste standard qui nous fait un manuel, un énorme manuel extrêmement technique de théorie et de politique monétaire. La dernière édition date de 2010. La première doit dater, je ne sais plus, de 2002, 2003, ou plus exactement. Donc c'est vraiment le manuel actuel. Les étudiants qui font des études poussées dans le modèle standard sur les questions monétaires, évidemment, sont confrontés à ce type de théorie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Karl Walsh, donc, un rôle pour la monnaie doit être spécifié, de sorte que les agents souhaiteront détenir des quantités positives de monnaie. Donc, il faut que la monnaie soit utile, qu'elle joue un rôle, en sorte que les agents aient besoin, décident d'en détenir un stock. Alors, c'est pour répondre à cette question que les économistes standards ont élaboré le modèle MIU, qui est un modèle déjà ancien, qui a une trentaine d'années, mais qui a été élaboré, on n'aura pas le temps de voir tous les détails, qui a été élaboré, enrichi depuis une trentaine d'années. Alors, dans ce modèle, on part d'une fonction d'utilité. Je vais peut-être écrire un petit peu au tableau. Oui. On a une fonction d'utilité ici, du ménage représentatif. Ok. Bon, ça c'est la base. On a une fonction d'utilité qui va dépendre du panier de biens de consommation. Alors on fait une chose très simple, bien mateuse. Hop, on rajoute M indice T. C'est le stock, c'est la valeur réelle en fait du stock de monnaie de l'individu. Et donc en écrivant ceci, on explique que l'individu retire de l'utilité, de la satisfaction, d'une part, des biens de consommation qu'il va pouvoir consommer, et puis d'autre part, d'un stock de monnaie ici qui est exprimé en pouvoir d'achat réel. En pouvoir d'achat. Ce n'est pas une valeur nominale ici, c'est un pouvoir d'achat. Donc on rajoute une variable dans une fonction. Tout simplement. Alors je me dépêche. Donc ici, en fait, par hypothèse, on a expliqué que la monnaie apporte une utilité, tout simplement en l'intégrant à la fonction d'utilité. Néanmoins, et ça, Karl Walsh le reconnaît à plusieurs reprises dans son livre, je reprends sa citation, dans le modèle MIU, il y a une raison bien définie pour les individus de détenir de la monnaie, c'est qu'elle fournit de l'utilité. Ben oui, vu qu'on l'a mise dans la fonction d'utilité, bon. Néanmoins, et ça il le reconnaît, ceci résout le problème de générer une demande positive de monnaie par hypothèse. Solve the problem generating a positive demand for money by assumption. Donc par hypothèse, on a supposé que les agents demandent de la monnaie puisqu'on l'a mis dans la fonction. Mais il ajoute, ça n'explique pas pourquoi la monnaie a une utilité. It doesn't address the reasons that money, et en particulier la monnaie sous forme de bouts de papier, etc., apporte une utilité.
Donc il reconnaît tout à fait que la démarche ici est une démarche au fond arbitraire. On donne une utilité à la monnaie en la mettant dans la fonction d'utilité, mais on ne sait pas pourquoi les gens ont besoin de monnaie. Et ça, c'est le modèle standard de la théorie monétaire qui a été développé par exemple par Barrow, récent prix Nobel d'économie à l'époque, dans les années 70. Donc on postule, et je termine, on postule ici que la monnaie est utile, mais on n'explique pas pourquoi. Donc on a affaire à un modèle qui est très artificiel et qui ne résout pas, qui ne répond pas à la question qui est correcte, qui est posée par Karl Walsh au début. Il faut que la monnaie ait un rôle, de sorte que les agents souhaitent en détenir une certaine quantité. On ne répond pas à cette question. Il y a de la monnaie dans le système économique, mais on ne sait pas pourquoi. Et elle apporte une utilité, une satisfaction aux consommateurs, mais on ne sait pas non plus pourquoi. Mais le problème est encore plus grave, parce que dans ce modèle, il n'y a aucune incertitude de l'avenir. C'est un modèle en certitude de l'avenir. Bon. Donc, en réalité, détenir de la monnaie ne sert à rien. Si l'avenir est certain, on n'a pas besoin de monnaie. Les fondements conceptuels du modèle MU souffrent donc de difficultés insurmontables que je résumerai en disant que, dans ce modèle, détenir un stock de monnaie est censé arbitrairement apporter une utilité dans un univers certain où la monnaie ne sert à rien. Alors, en dépit de ces profonds problèmes conceptuels, et parce que ce modèle, en fait, s'intègre de façon habile, je dirais, au modèle standard d'équilibre général et à la théorie de Solow de la croissance, etc. Donc bref, on peut vraiment bien le faire rentrer dans les modèles standards d'équilibre et de croissance. Il a été développé depuis donc une bonne trentaine d'années et il constitue aujourd'hui encore le cœur de la théorie monétaire. Et je dis juste une dernière chose, j'aurais eu encore beaucoup de choses à dire. Il y avait aussi le modèle CIA, Cash in Advance, qui est une version un petit peu élaborée, mais qui n'est pas non plus satisfaisante. J'aurais pu expliquer pourquoi. Simplement, une dernière chose que j'aurais dû évoquer normalement au moment où je parlais de la neutralité de la monnaie, vous voyez ici, mais il faudra encore au moins 20 minutes, c'est qu'on a un modèle qui repose sur un ménage représentatif. Donc, on nous explique, voilà, le ménage représentatif va maximiser son flux de satisfaction future, donc il fait une belle intégrale, vous voyez, la fonction UT, donc sur le temps jusqu'à l'infini, on prend un coefficient bêta inférieur à 1 de manière à tenir compte de la préférence pour le présent, etc., UT, DT, etc., voilà, c'est superbe. On écrit des solutions du modèle, etc. Alors, il y a juste un petit problème, en dehors de tous ceux que je viens de signaler, c'est qu'on raisonne sur un ménage représentatif. Donc ça veut dire que la monnaie, en fait, elle se diffuse instantanément au ménage. Et une fois que les ménages la détiennent, s'ils choisissent de réduire leur demande de monnaie, elle a un effet immédiat sur le niveau des prix. Donc tout est instantané, tous les ajustements sont immédiats et instantanés, et on raisonne sur un seul ménage représentatif. Donc les phénomènes, les processus de diffusion de la monnaie entre les agents sont complètement évacués. C'est l'une des raisons pour lesquelles Mankiw, par exemple, n'en parle jamais, parce que quand il regarde les modèles que font, n'est-ce pas, les économistes de référence sur ces questions, il ne peut pas y avoir de diffusion de la monnaie, puisqu'on raisonne sur un ménage représentatif qui reçoit de la monnaie, qui se transforme ensuite instantanément en une variation du niveau des prix, suite aux variations de la demande de monnaie. On a, vous voyez, des ajustements immédiats, instantanés, mais vraiment instantanés, à partir d'un ménage représentatif. Donc on a affaire vraiment à un modèle qui, du point de vue autrichien, est très insatisfaisant. En disant ça, je reste encore fort au-dessous de la vérité. Et je vous remercie de votre attention. On a juste 5 minutes pour prendre quelques questions, si vous en avez, après cet exposé détaillé et assez complexe des différentes différences entre les théories. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je voulais juste rectifier que par rapport à la conception de Mankiw et la relation entre offre et demande, etc., Oui. c'est de Marshall et de Pitbull. Le modèle, Oui, que ça date à l'époque de Cambridge. ce modèle de la théorie de la monnaie, Il me semblait que Marshall et Pitbull avaient déjà la demande d'or liquide, ils l'avaient déjà formulée. c'est possible. C'est possible. C'est uniquement concentré sur la théorie quantitative
de la monnaie avec les hypothèques, etc. Mais il ne s'est pas vraiment intéressé à la demande de fonds. Oui, Fischer, je ne me souviens pas d'avoir vu ce genre de schéma. Il prend la théorie quantitative de la monnaie, M fois V égale P fois T, puis il fait des petits schémas avec des balances. Hein. Donc il fait des comparaisons un petit peu visuelles pour dire ce qui se passe lorsque la quantité de monnaie augmente. C'est comme si le poids augmente d'un côté, etc. Oui. Juste sur la demande d'encaisse liquide par rapport à l'incertitude de l'avenir, bon, bah, oui. c'est certain, mais il peut y avoir un autre motif, c'est de préparer un projet. En l'absence d'incertitude, le fait de mettre un petit sou dans le nourrin tous les jours pour, je sais pas, à la fin de l'année, s'acheter quelque chose. C'est pas une incertitude, c'est une épargne en vue d'une dépense future. Alors, si on épargne, en général, on va placer. Donc ça ne sera pas comptabilisé. Mais à un petit niveau, pour des petites sommes, les gens vont pas les placer. À ce moment-là, ça fera probablement pas partie de la demande de monnaie. Non, ça sera plutôt placé sur un livret qui rapporte, de toute façon. Ça ne restera pas sur le compte courant, ni sous le matelas. Vraisemblablement pas. Donc ça ne fera pas partie exactement de la demande de monnaie. Mais alors à ce moment-là, celui qui a peur de l'avenir, pourquoi il ne place pas? Parfois, il ne sait pas où placer. Parce qu'il a peur de l'avenir. Parce que placer, c'est avoir confiance. Hein. Oui. Parce que ça demande la confiance dans un tiers. Si on est dans un état or et qu'il place auprès de gens qui garantissent une contre-valeur en or, il n'y a pas de risque particulier. Oui. Dans ce cas-là, il aura placé, ça ne fera pas partie de la demande de monnaie. Par contre, s'il est très inquiet de l'avenir et qu'effectivement, il garde chez lui, par exemple, soit de l'or, soit des billets, soit à ce moment-là, ça fait bien partie de sa demande de monnaie. Il veut que une partie de sa richesse de plus en plus importante soit sous forme de monnaie. Donc effectivement, face à des risques accrus, la demande de monnaie va augmenter. Mais ça, c'est un phénomène qui est bien connu. Les gens, à ce moment-là,